Bonjour tout le monde. Bon, je vais vous dire mon rêve, moi. J'avais pas du tout prévu de démarrer comme ça, mais alors si je pouvais avoir moi aussi un ouais, ça me ferait super la pêche parce que là, ils m'ont complètement démonté là. Allez. Ouais. Surtout que je me suis pris un méchant coup dans l'ego là il y a pas longtemps. C'est ma période agile et je suis ravie d'être là avec vous. J'ai eu la chance d'être interviewée par nos amis de Scrum Live TV. C'était super intéressant. Ils m'ont posé plein de questions. Et puis c'est là où j'ai pris un méchant coup dans l'ego, c'est que moi je travaille quand même dans une grosse boîte qui s'appelle Thales depuis des décennies. Et je fais du lean et de l'agile depuis longtemps. Et cette semaine, après avoir eu l'interview, j'ai croisé 2 personnes dans le couloir qui m'ont dit « C'est vous, Cécile Roche, c'est vachement bien ce que vous avez dit sur Scrum TV. » Ça fait 15 ans que je m'échine à dire la même chose en interne, c'est déprimant. Mais bon, comme il faut passer par l'extérieur pour être compris à l'intérieur, bah écoutez, j'en profite. Puis il se trouve que j'ai la chance de ne pas travailler seulement dans ce groupe, mais également avec pas mal de gens à l'extérieur. Donc ça me donne d'autres idées. Alors, je viens vous parler d'agilité. Alors c'est un peu gonflé, mais parce qu'ici j'ai quand même des spécialistes, mais je voudrais quand même revenir sur le mot agile, parce qu'en ce moment, moi, je ne sais pas vous, mais je commence à être un peu saoulée de tous les gens qui me demandent d'être agile. Alors, tous les jours, on nous dit « soyez agile ». Alors, alors, je vous ai mis quelques exemples, mais j'en ai plein en stock. Ça, c'est un pote à moi, un client qui prévoit, vous devez lui faire une installation, mais il n'a pas mis l'électricité. Il vous répond bah, « vous n'avez qu'à aller vous piquer chez les voisins, soyez agile ». Alors là, je suis un petit peu énervée, c'est quand on nous fait passer en flex office, hein, et puis qu'on nous dit soyez agile, mais par contre, vous ne choisissez pas vos jours de télétravail. Faut quand même être agile, mais quand même pas trop. On a aussi la grosse boîte du CAC 40 qui explique à la PME qu'il faut qu'ils soient agiles, mais que ça serait bien qu'ils appliquent tout le système qualité. Donc là, on est bon, on est sûr de les tuer du premier coup. Puis après, débrouillez-vous avec ça, soyez agiles. Celle-là, elle est importante aussi, hein, les chefs qui chargent leur équipe à 120%, qui changent toutes les semaines, alors que mathématiquement, il est quand même démontré qu'au-delà de 80%, on sait que les équipes vont prendre du retard. C'est d'ailleurs assez rigolo parce que personne ne croit à cette vérité, mais c'est pourtant mathématique. Et puis ben, moi, je travaille aussi dans des usines puisque j'ai la chance de faire du lean sur tout le cycle de vie des projets, donc de démarrer très en amont, de travailler avec les équipes d'ingénierie, mais également en production de façon plus classique, on va dire. Et tout le monde sait que le meilleur moyen de planter une usine, c'est de changer les prévisions dans la semaine qui précède de 5 fois, et de s'entendre dire « soyez agile », c'est juste pas possible. Alors j'ai trouvé un article il n'y a pas longtemps que j'ai trouvé super intéressant. C'est un article des Échos qui est proposé par Philippe Zilberman, et il dit des choses qui m'ont fascinée. Il dit il ne faut pas mélanger la gestion de risque et la gestion de l'incertitude. Or, on a tendance à mélanger complètement les deux. Gérer les risques, c'est une méthode prédictive avec écart. C'est-à-dire, je pense là et je peux avoir des risques qui sont des écarts. Alors que la gestion de l'incertitude, je ne sais pas du tout ce qui va m'arriver et je suis obligée de m'adapter tout le temps. Eh bien, ça n'appelle pas du tout ni les mêmes compétences, ni les mêmes façons de travailler. Or, aujourd'hui, et déjà depuis un certain temps, mais on parle de la guerre en Ukraine, on parle du Covid, on est de plus en plus dans des périodes d'incertitude, c'est-à-dire qu'on ignore totalement ce qui va nous tomber sur la tête demain. Et on continue de gérer ça en mode risque. Et ça ne marche pas, curieusement. Alors, je voudrais faire un petit rappel sur une définition de l'agilité, pour qu'on mette ça de côté. J'ai pris cette définition dans l'ouvrage qui est cité là. Et je la trouve vraiment extrêmement intéressante parce qu'en réalité, on peut voir l'agilité comme la nécessité d'une réponse par rapport à des changements. Donc, si vous avez des changements qui sont prévisibles et que vous amenez des réponses prédéterminées, ça s'appelle de la flexibilité. Alors, la flexibilité, hein, vous la trouvez
Je reviens à mes usines. Quand vous êtes capable de produire des références différentes sur les mêmes machines, par exemple, là, vous êtes dans de la flexibilité. Quand vous êtes capable, avec le même appareil que nous avons tous dans la poche, de vous adapter aux besoins de tous les utilisateurs avec des applis différentes, mais tout ça, on est dans la flexibilité. Et puis, vous avez l'agilité, c'est quand vous avez des changements non prévisibles auxquels vous devez apporter des réponses innovantes. Et j'irai même un cran plus loin, vous devez apporter rapidement des réponses innovantes. Ça, c'est de l'agilité. Et d'ailleurs, au passage, si vous êtes dans les autres cadrans, ça ne marche pas terrible. Si vous essayez d'apporter des réponses prédéterminées à des changements imprévisibles, vous risquez d'avoir de gros ennuis. Mon ancien patron, un jour, a dit on avait besoin des 10 commandements et on a écrit la Bible. Parce qu'à force de mettre dans nos référentiels tous les if, then, else de la vie, on fait un truc que personne ne peut utiliser. Et comme de toute façon, il nous arrivera un truc qui n'est pas prévu, ça ne va pas bien se passer. Mais ce n'est pas mieux si vous êtes sur des changements prévisibles et que vous amenez des réponses innovantes. Ça s'appelle réinventer la roue et ça ne fait pas gagner du temps en général. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ce tableau pour préciser un peu ce qu'on entend par la notion d'agilité. Et ensuite, quelles sont les façons qu'on a d'être agile? Il y en a plein. Et les méthodes logicielles en proposent certaines. Mais j'aime bien considérer la chose dans sa globalité. Et si on revient à mon article de tout à l'heure, plutôt à l'article des Échos, on peut se dire que la gestion de risque, on la trouve dans le cadran flexibilité, mais la gestion de l'incertitude, c'est carrément dans le cadran de l'agilité. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on est en mode prédictif, quand on est en mode de gestion de risque, on travaille avec des outils que vous avez tous rencontrés un jour et qui sans doute ne vous ont pas totalement quittés, qui sont les business plans, les roadmaps, les plans d'action, les procédures. En fait, on est vraiment dans une logique de pensée analytique. Voilà. On a prévu, ça doit se passer comme ça. Si jamais il y a un problème, alors on fera ça. Mais en principe, on fait ça et on fait des plans sur la durée. Et je pousse un peu le trait en disant que c'est une logique de QCM. Hein. Puisqu'un risque, c'est un écart par rapport à quelque chose de prévu, on est dans une logique de A ou B ou C ou D. C'est assez linéaire. Pour répondre à des problématiques comme le Covid, la crise des composants, la guerre en Ukraine, ça ne marche pas du tout. Quand on est dans un mode plus créatif, lié au fait qu'on est dans l'incertitude, on n'est pas du tout sur la même logique. Il faut d'abord qu'on aille regarder ce qui se passe, accepter ce qui se passe, ça je ne l'ai pas écrit mais c'est aussi important, et puis on va travailler sur des cycles d'apprentissage rapides, des boucles d'apprentissage, et puis là je vous ai mis 2 mots qui sont importants en ligne, mais qui sont pleins de malentendus, hein, qui sont standard et Kaizen. C'est-à-dire que l'idée des standards en ligne, ça n'est absolument pas de figer les best practices pour les décider quelles sont désormais les façons de travailler. C'est une façon de formaliser ensemble quelle est la meilleure façon de répondre aux problèmes en ce moment et de s'en servir ensuite pour comparer, pour améliorer. C'est ce qu'on appelle la logique du Kaizen. Donc on est dans une logique qui est beaucoup plus systémique et basée essentiellement sur le questionnement critique. Parce que pour être capable de voir et d'accepter ce qui nous arrive, pour être capable ensuite de proposer des hypothèses, de les tester, d'en apprendre quelque chose et de faire des boucles, il faut avoir un travail énorme sur la pensée critique. On ne peut pas être dans la logique de « je sais », qui est probablement davantage la logique du modèle prédictif. On a vu que flexibilité et agilité, les deux cohabitent, bien entendu. Donc ça veut dire qu'en vrai, les deux modèles cohabitent. Mais pour pouvoir ne serait-ce que savoir, quand on est en mode flexibilité, management de risque, et en mode agilité, management de l'incertitude, il faut déjà être dans un mode de vision systémique et de questionnement critique. Donc déjà, on voit que cette différence entre ce qu'on apprend dans les écoles, qui reste encore essentiellement basée sur le management par risque, si vous saviez le nombre de tableaux Excel que j'ai pu remplir avec des risques,
des listes de risques, le coût des risques, le coût des actions contre les risques. Jamais, en 35 ans de carrière, un risque ne s'est produit tel qu'il était prévu. Jamais. Mais on continue. Donc, ça entraîne un changement de paradigme profond qui, je dirais presque, va à l'inverse de la nature humaine. C'est-à-dire que la nature humaine adore l'idée de se dire qu'on maîtrise, qu'on contrôle la situation. Et le fait de se dire que non, on ne maîtrise rien, on contrôle que dalle, et tout ce qu'on peut faire, c'est s'adapter, ça n'est pas humainement quelque chose de facile à recevoir. Ça met les gens dans un stress terrible avant qu'on admette que c'est un autre modèle. Ce qui explique d'ailleurs qu'on continue de demander des roadmaps, des business plans, etc., etc. Parce qu'il y a cette illusion de pouvoir contrôler les choses. Alors, je vais vous faire une petite parenthèse sur un vocable très à la mode, hein, qui parle un peu de la même chose, qui est le fameux VICA. Volatile, incertain, complexe et ambigu. On l'emploie beaucoup, et comme tous les acronymes, on finit par oublier un petit peu ce qu'il veut dire. Donc, volatile, ça veut dire qu'on fait face à des changements rapides et imprévus. Incertain, ça veut dire que les causes de ces changements sont inconnues, ou en tout cas, au moment où elles se produisent, on n'est pas capable de les identifier. Ce n'est pas tout à fait un hasard, hein, si j'ai mis derrière la photo du virus, enfin la photo, la représentation du virus, parce que je trouve que c'est pas mal. La complexité, elle amène autre chose. C'est que les liens entre les causes et les facteurs sont en interaction et que c'est très difficile de défaire la pelote. Et puis l'ambiguïté, ça veut dire que c'est interprétable. Donc en fait, derrière ce mot générique qui dit c'est le bordel, si je peux le dire comme ça, il y a quand même des notions qui sont un petit peu précisées. La partie volatile et incertain, on est plutôt dans la logique de c'est difficile à prévoir. Là où la partie complexe et ambiguë, on est plutôt dans la logique de c'est difficile à comprendre. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on est dans une situation où les choses sont difficiles à prévoir ou difficiles à comprendre ? Eh bien, très souvent, on part dans deux directions opposées, mais simplistes. La première, c'est de dire « le magiciel nous sauvera ». C'est beaucoup trop compliqué, mais le magiciel nous sauvera. Alors, on a tous un magiciel. Un ERP, une intelligence artificielle. Il y a toujours un magiciel auquel on fait confiance et qui va nous sauver. D'ailleurs, dans un certain nombre d'entreprises, je ne sais plus qui pilote l'entreprise, hein, si c'est le magiciel ou les managers. Hein. C'est-à-dire qu'on lui fait tellement confiance qu'on ne sait plus du tout ce qu'il fait. Ah ben non, mais tu comprends, on ne peut pas faire ça parce que le ERP nous l'interdit. Je te demande pardon. Le ERP te cause à toi et il te dit non, tu ne feras pas ça. Mais qu'est-ce que c'est que cet ERP ? Bon, je ne citerai pas de nom. Hein. Aucune entreprise allemande ne sera citée ici. Et puis on a le deuxième volet qui est non, mais en fait c'est vachement simple. C'est vachement simple. Il y a des méchants, il y a des gentils. Nous, on est des gentils, mais tous les méchants, ils sont contre nous et ça explique tout. Tu comprends pas, mais eux, ils comprennent. J'exagère ? Un petit peu, mais pas tant que ça. Pourquoi on tombe dans ces deux biais ? Tout simplement parce que c'est facile. Hein. Ça ne demande pas d'effort. Hein. On fait confiance. Soit c'est très simple parce que les autres ont fait des trucs qu'on ne sait pas, soit on fait confiance au magiciel. C'est facile et ce n'est pas fatigant. Et en fait, avec le Lean, on amène vraiment une autre approche qui est de dire on va apprendre. Parce que par rapport à des choses qui sont difficiles à prévoir et difficiles à comprendre, eh ben, il faut qu'on apprenne à faire face, il faut qu'on apprenne à chercher les causes et à travailler sur le pourquoi. Donc il faut apprendre, et puis il faut apprendre à apprendre, hein, parce que ce n'est pas si simple, ce n'est pas quelque chose qui se décrète, à partir de maintenant, on apprend. Hein, je connais quelques entreprises qui a décrété devenir une entreprise apprenante. On a fait beaucoup de slides dessus. So far, je n'ai pas vu énormément d'effets. C'est quelque chose qui ne se décrète pas. Alors, pour apprendre, c'est très bête, mais il faut commencer par douter. Et là, on est au cœur de ce qui est dans la pensée Lean,
qui est ce qu'on appelle le PDCA, mais peu importe, c'est on commence par douter. C'est-à-dire que si vous arrivez en disant « je sais », il y a peu de chances que vous appreniez quoi que ce soit, puisque vous savez. Donc si tu sais, fais-le, puis terminé. Déjà, le fait de douter, c'est quelque chose qui n'est pas facile à accepter. Et tout nous pousse à ne pas douter. Et d'ailleurs, comme on fait confiance aux magiciels qui nous expliquent sur les réseaux sociaux qu'on va ne nous montrer que ce qui nous intéresse, on doute de moins en moins. J'ai un ami Facebook, je mets plein de guillemets à ami, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, qui écrit un tas d'horreurs. Je le garde. Ça me réveille. Mais si c'est possible de penser ça. Et il n'est pas forcément complètement con. Il y a juste peut-être qu'on n'est pas sur la même colline. Hein, une histoire de point de vue. Le point de vue, c'est sur quelle colline vous êtes debout, vous regardez le même paysage, mais d'une colline à l'autre, vous ne voyez pas la même chose. Quand j'étais petite, je passais mes vacances chez mes grands-parents dans une vallée, et de l'autre côté de la vallée, il y avait des forêts avec un champ rond au milieu, tout rond, comme une clairière. On l'appelait le champ des rats. Et puis un jour, j'ai fait la balade, c'était un peu long, hein, ça faisait 10-12 km, donc je suis allée dans le champ des rats, et je me suis aperçue que quand j'étais de l'autre côté, je ne voyais pas la forêt, j'avais l'impression d'être en plein champ. C'était le même endroit. J'ai juste changé de colline. C'est dur de changer de colline. Donc douter, c'est déjà se dire qu'on ne sait pas, c'est se dire que les autres ont le droit d'avoir une autre opinion. Douter, c'est le premier pas dans l'apprentissage. Et puis ensuite, chercher et tester. Alors là, petite parenthèse aussi, on parle beaucoup de test and learn, hein, il faut tester, apprendre, mais souvent on fait plutôt du try and fail. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Ah bah tiens, ça n'a pas marché. Ah bah tiens, ah bah non, ça n'a pas marché. Ah bah alors, ah, ça marche. Ça s'appelle try and fail. Test and learn, c'est... Je pense que c'est dans cette direction, parce que j'ai des éléments qui me laissent penser. Je fais cette hypothèse, comment je vais faire pour le tester? Je vais dans cette direction. Ah, j'ai fait un premier pas, ça ne se passe pas comme j'ai prévu. C'est complètement différent. Dans un cas, on essaye, on verra bien si ça marche. On n'apprend rien en vrai. Dans l'autre cas, on s'oblige à chercher une théorie par rapport à ce qu'on voit, par rapport aux faits, pour aller dans une direction, pour faire des hypothèses, pour se tromper, hein. Mais on se trompe sur nos hypothèses, et pas parce qu'on a tapé au hasard au mauvais endroit. Donc, douter, chercher, tester. Alors, il y a une règle, ou une habitude, je ne sais pas si c'est que j'aime bien suivre quand on fait de la résolution de problèmes, et en particulier quand on fait de la résolution de problèmes sur des problèmes physiques, hein, hardware, on a un truc qui ne marche pas, c'est plus difficile en logiciel, hein. C'est de dire que le problème est résolu quand on a trouvé l'équation. C'est-à-dire quand on est allé assez profond dans la recherche pour avoir déterminé quelle est l'équation physique qu'on a mise en défaut avec le problème. Et là, on pense qu'on est à la cause racine. Ce qui est une façon beaucoup plus raisonnable que de faire des pourquoi jusqu'à la nuit des temps. Vous savez ce que peut faire le 5 pourquoi, hein. Ça peut nous emmener généralement à Dieu. Mais ça ne nous apprend pas grand-chose. Ben oui, pourquoi je ne me suis pas réveillée ce matin? Parce que mon réveil n'a pas sonné. Pourquoi mon réveil n'a pas sonné? Parce qu'il a été coupé cette nuit grâce à un orage. Pourquoi y a-t-il eu un orage? Et si j'avais mis une pile dedans? Donc, comment ça marche? Comment il marche ce réveil? Ah bah oui, le réveil, il marche avec une pile de secours. Elle y était? Ben non, elle n'y était pas. Donc, en équation, quand on fait de la résolution de problème, comment on cherche à trouver l'équation physique du comment ça marche au départ. Quand on est en management, il y a une autre façon pour moi d'arriver à une racine de quelque chose et à se dire qu'on est vraiment en train d'apprendre, c'est quand on est capable de découvrir ses idées fausses. C'est quand on est capable de dire, alors là je croyais vraiment dur comme fer que c'était comme ça, mais en fait, pas du tout. Ou pas toujours, ou pas comme je croyais. Et là, j'ai tendance à considérer qu'on commence à arriver aux racines de nos problèmes et qu'on commence à apprendre quelque chose. Alors, j'ai choisi de
de vous illustrer quelques idées fausses de moi. Les vôtres, je vous les laisse sous votre responsabilité, sur lesquelles je suis revenue dans le temps et sur lesquelles je me suis dit, zut, je croyais dur comme fer que, mais en vrai, non. Alors la première, c'est la stratégie. Je croyais vraiment, parce qu'on me l'a appris à l'école, que la stratégie précède la décision. Ce qui entraîne un autre point, c'est que si la stratégie précède la décision, on peut la séparer entre les penseurs et les faiseurs. Et on m'avait toujours appris ça. Et je n'osais absolument pas m'aventurer sur le terrain de la stratégie, puisque je me considérais comme un petit scarabée, et qu'il y avait des gens très intelligents pour faire de la stratégie, qui était d'ailleurs, la plupart des cas, la chose la plus secrète de l'entreprise, mais ça, c'est autre chose. Et en fait, non. La stratégie, c'est partir du réel et s'adapter. Cette illusion qu'on a d'un côté des gens qui pensent, qui décident et des gens qui exécutent, elle n'a plus aucun sens aujourd'hui, si jamais elle en a eu. La réalité, c'est que c'est sur le terrain, là où se passent les choses, qu'on va regarder la réalité et qu'on va s'adapter. Alors j'ai une petite histoire que m'a raconté le patron de Aramis Auto, que j'avais interviewé dans mon dernier bouquin. Il me dit, en fait, on avait décidé il y a 3-4 ans, en Codir, qu'il y avait un truc super important, c'était de livrer les voitures à la porte des gens. C'était super important et il fallait absolument le faire. On s'est aperçu, dès qu'on a commencé, que c'était une idée de bobos parisiens, puisque nous étions tous au Codir des bobos parisiens. Je me permets de le citer. Mais que dans la plupart des autres endroits, ça n'avait aucun intérêt. Donc on a arrêté. Et puis devinez quoi ? Il est arrivé un truc qui s'appelle le Covid. C'est redevenu vachement important. Donc la stratégie, elle se confronte à la réalité. Ce n'est pas un truc qu'on décide en salle, ça ne marche jamais ça. Donc ça, c'est vraiment une des idées que j'avais sur lesquelles j'ai changé d'avis. Une autre idée que j'avais, c'est que innover, c'est provoquer une rupture. Et nombre de fois, on m'a dit, non mais toi, tu fais de l'amélioration continue, c'est bien. Non mais c'est bien l'amélioration continue. Mais là, ce qu'on a besoin, c'est de la rupture. Et donc, je m'efforçais de faire des ruptures. Vous savez ce qui se passe en général quand on fait une rupture ? On se casse la gueule. En réalité, des génies capables de vous sortir l'idée du chapeau qui va tout de suite satisfaire les clients, etc., c'est rarissime. Il doit y en avoir, mais moi, j'en ai jamais rencontré. Par contre, innover, c'est très souvent comprendre de mieux en mieux les problèmes des clients. Alors là, j'ai discuté aussi avec une boîte de la tech qui a été amenée à développer une appli pour les infirmières. Et cette appli était destinée à faire du suivi de plaies. Le financeur étant un gros marchand de pansements, évidemment, l'utilisateur étant les infirmières, et le gros marchand de pansements, il avait tout intérêt à recueillir un maximum de données pour placer ses produits, c'est logique, c'est lui qui payait, mais l'idée était d'aider les infirmières à faire leur travail. Donc, ils ont bien bossé, ils ont écouté le financeur, ils ont interviewé des infirmières, ils ont fait un produit. Ça marchait très très bien sur les 4 personnes qui ont bien voulu l'essayer. Et ils se sont aperçus de quoi ? Qu'il fallait aller voir. Donc ils sont allés accompagner les infirmières dans leur tour. Et là, ils ont appris des tonnes de choses. Ils ont appris que les infirmières, elles n'ont pas le temps d'écrire. Ils ont appris que les infirmières, quand elles prennent une photo de plaie, elles veulent faire comme sur leur téléphone, sweep. Elles ne veulent pas rentrer dans un menu avec 3 trucs. Ils ont appris qu'il n'y a pas 2 infirmières pareilles. Et qu'en fonction de là où elles travaillent, de comment elles font, etc., elles n'ont pas les mêmes besoins. Et ils ont complètement revu leurs produits. En tout cas, ils sont en train de le revoir. La véritable innovation, elle est où, à votre avis ? Elle est vraiment là. L'innovation, c'est la capacité de regarder les problèmes des clients et de les résoudre. Et on entend encore trop souvent, génie des génies, je ne sais pas quel est le problème à résoudre, mais on va bien trouver un jour. En général, ça marche moyen, ça. Ça marche vraiment moyen. Ça, c'est une idée sur laquelle je suis complètement revenue. Et pourtant, il
y a encore plein de gens qui sont convaincus que la rupture et le step-by-step, c'est en opposition. Je peux vous garantir que certains step-by-step sont des ruptures profondes. Hein. J'ai une autre anecdote, mais c'est une histoire plutôt ancienne que m'ont raconté des amis agilistes. Ils ont d'ailleurs fait un petit bouquin qui doit être accessible sur le web, où ils avaient développé un logiciel pour les dentistes. Donc ils avaient fait tout bien, ils avaient interviewé plein de dentistes, ils avaient fait la spec, en mode agile, toutes les semaines, nanani. Et puis après, c'était pas top, ils ne savaient pas pourquoi. Donc ils sont allés voir chez les dentistes et ils se sont rendus compte de quoi? Qui, à votre avis, utilisait le logiciel? Les assistants dentaires, pas du tout les dentistes. Et du coup, tout ce que les dentistes avaient demandé, ils ont fiché complètement, ils s'en servaient jamais. Quel est le vrai client? Comment il utilise nos produits? Quels sont les problèmes qu'on a à régler? Et ça change tout le temps. Je pense vraiment, j'en suis convaincue maintenant, que la source de l'innovation, elle est dans notre capacité à aller voir la façon dont les clients utilisent nos produits, ou ceux de nos concurrents d'ailleurs. Et là, on amène une autre notion qui est très importante en ligne, qu'on appelle le Gemba, c'est-à-dire l'endroit où se passent les choses, la nécessité absolue d'aller voir à l'endroit où se passent les choses, que cet endroit soit l'endroit où nos clients utilisent nos produits ou l'endroit où nos équipes développent nos produits. Ah, celle-là aussi, j'y ai longtemps cru. Là, ça fait un petit moment que j'ai arrêté d'y croire, par contre. Hein. C'est que manager, c'est dire aux gens ce qu'ils ont à faire. J'ai toujours eu beaucoup de plaisir à manager quand j'ai eu des équipes, mais quand j'ai débuté ma carrière, je faisais du développement, j'avais un complexe épouvantable. C'est que chaque fois que mon chef venait me voir et me demandait un truc que je ne savais pas faire, je me sentais coupable. J'en dormais pas la nuit. Comment se faisait-il que, puisque j'étais une bonne ingénieure, je n'étais pas capable de savoir ce qu'il y avait à faire? Vous vous rendez compte? Si j'étais con. Et le fait de chercher, j'avais un collègue à l'époque qui, quand le chef venait le voir et lui demandait un truc, il disait ouais, c'est bon. Et après, il se cachait pour chercher. Il allait s'enfermer dans une pièce qu'on avait où on rangeait les appareils de mesure, sans fenêtre, où personne ne venait jamais. Il sortait ses bouquins, il cherchait et il ressortait l'air oui, bien sûr, c'est clair, c'est bon. Vous vous rendez compte quand on en arrive à mettre les gens dans cet état? C'est dramatique. C'est dramatique. Et cette idée que l'ingénieur ou le manager, il doit savoir, et que le boulot du manager, c'est de dire aux gens ce qu'ils doivent faire, c'est une idée qui est encore extrêmement ancrée. Alors je sais, c'est pour ça que je vous parle de manager aujourd'hui, que c'est un point sur lequel les agilistes et les leaners ne sont pas forcément tout à fait sur la même ligne. Ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que sur la vidéo, c'est les commentaires les plus virulents sont autour de cette histoire du rôle du management. Moi, je pense vraiment que les managers ont un rôle. Je pense qu'on a besoin de managers. Mais je pense qu'il faut arrêter de croire que les managers sont là pour faire des trucs aux gens. Ils sont là pour comprendre les problèmes des gens. Comprendre les problèmes des gens, c'est comment on se rend compte, et on retourne sur le terrain, pourquoi les gens n'arrivent pas à faire ce qu'ils ont à faire. Et comment on va non pas leur dire ce qu'ils doivent faire, mais leur apprendre à réfléchir sur leur façon de travailler. Donc là, on est vraiment dans l'idée que la chaîne managériale, elle est indispensable pour moi. Elle est indispensable parce qu'elle doit donner la direction, mais elle est indispensable parce qu'elle doit se transformer en chaîne d'aide. Et ça, c'est un changement profond dans les mentalités. Quand j'ai le plaisir de parler avec des managers et que je leur dis, vous savez, les gens qui créent de la valeur dans cette entreprise, c'est les gens qui touchent les produits. Ceux qui fabriquent, ceux qui font du code, ceux qui touchent les produits. Tous les autres ne créent aucune valeur. Quand même. Bah ouais. Les coachs ne créent pas de valeur, les chefs ne créent pas de valeur. Donc c'est quoi leur boulot aux coachs et aux chefs? C'est de penser qu'ils sont au service des gens qui créent la valeur. Comment ils se mettent au service des gens qui créent la valeur? Pour les aider à comprendre ce que c'est que la valeur, pour les aider à voir comment créer la valeur, pour les aider à résoudre leurs problèmes. Ce n'est pas du tout la même logique.
C'est-à-dire qu'on passe d'une logique de « vous êtes là pour m'aider à tenir mes objectifs » à une logique de « je suis là pour vous aider à créer de la valeur pour les clients ». Alors dit comme ça, c'est très simple, mais dans la mise en œuvre, c'est autre chose. C'est bien autre chose et ça entraîne des changements assez profonds. Alors là, on a un outil ou une pratique en ligne qui s'appelle Landon, qui est vraiment au cœur de ça. C'est d'une simplicité démoniaque. Et c'est la plus dure à mettre en œuvre. Landon, c'est le truc qui dit, la personne qui bosse, qu'elle soit sur une ligne de prod ou qu'elle soit en train de développer du soft ou qu'elle soit la personne qui bosse, a la possibilité de faire un appel en temps réel à quelqu'un pour lui dire, là, j'ai un doute, je ne suis pas sûre, j'ai un problème, il y a un problème avec le standard, et derrière cet appel, il y a quelqu'un qui vient tout de suite, en temps réel. Simplissime hein, comme concept. C'est la chose la plus difficile à mettre en œuvre. Mais quand on y arrive, on change vraiment profondément les choses, c'est-à-dire qu'on réussit de façon non artificielle à ramener la résolution de problèmes au cœur du job. C'est-à-dire que quand la personne a la possibilité de dire « au secours » et que quelqu'un vient et qu'on détecte un problème, le fait de s'occuper du problème, ce n'est pas quelque chose qu'on fera quand on aura du temps. Ce n'est pas quelque chose qui va venir faire grandir notre dette technique. Ce n'est pas une montagne qu'on pousse sur le côté, on s'en occupe tout de suite. Et ça fait partie du business. Et ce qui fait le succès de Landon, quand on y arrive, c'est vraiment que ça change cette mentalité pour dire que résoudre des problèmes, c'est le job. Avant tout. Ah, le management visuel. Alors là aussi, beaucoup d'idées reçues que j'ai pu balayer dans les années qui précèdent sur le management visuel. J'étais convaincue, comme beaucoup de gens et comme beaucoup de consultants qui sont payés pour ça, que le management visuel, c'est mettre des indicateurs sur les murs, affichés à la vue de tous. En fait, le management visuel, c'est comment j'aide les gens à comprendre où est leur problème et à le voir. Parce que régler des problèmes, c'est rien. Il faut d'abord les voir, il faut se mettre d'accord dessus, il faut les qualifier. Puis après, on les résout. Mais la résolution, c'est un tout petit bout. J'étais récemment dans une usine et ils ont fait un magnifique management visuel. Et le premier indicateur que je vois, parce qu'en général, je ne vais pas plus loin que le premier, il était vert, avec un smiley vert. Déjà, je leur dis, si votre indicateur a besoin d'un smiley pour expliquer qu'il est bon, c'est que déjà, il n'est pas super clair, hein, c'est qu'il est déjà ambigu. Puis je regarde d'un peu plus près, c'était tenue du budget de maintenance des machines. Il était vert. Je dis, en quoi c'est une bonne nouvelle? C'est une bonne nouvelle parce que je tiens mon budget. En quoi c'est une bonne nouvelle? Parce que si tu fais rien, tu tiens ton budget, on est d'accord. Qu'est-ce qu'on attend de ta fonction de maintenance des machines? Quel est le besoin des équipes qui produisent vis-à-vis de la disponibilité des machines? Et est-ce que tu peux me montrer que tu tiens ton budget en améliorant la disponibilité des machines? Ah ouais, mais non, ça on ne le mesure pas. Là, vous voyez vraiment la différence entre un indicateur qui a été mis sur le mur pour rassurer les chefs et un indicateur qui serait mis sur le mur pour montrer aux gens où sont leurs problèmes. Des indicateurs pour rassurer les chefs, on en a tous plein, et il y en a plein les ordinateurs. Ce n'est pas la peine de les mettre sur les murs, les chefs, ils ont tous leur écran devant le nez, donc il n'y a pas de souci. Le visuel, c'est les murs qui parlent aux gens et qui doivent les aider à avoir les bonnes discussions entre eux, parce qu'on a mis en évidence les endroits où ça ne se passe pas bien, où on a un écart, où on a un problème. Et quand vous considérez le visuel comme ça, hein, vous pouvez vous dire que le meilleur des visuels, c'est celui qui permet aux gens de savoir à tout instant s'ils sont OK, pas OK, qu'est-ce qu'ils doivent faire après. Rien que ça, déjà, ça serait des visuels surpuissants. Vous imaginez si chacun, à tout instant, était capable de savoir s'il était OK, pas OK, qu'est-ce qu'il faut faire? On aurait une productivité délirante, hein. Donc là aussi, j'ai beaucoup changé d'avis sur le management visuel. Malheureusement,
J'arrive pas à faire changer d'avis les autres là-dessus. Ça reste un point extrêmement difficile à expliquer, parce que ce besoin de contrôle et ce besoin de se dire que tout est sous maîtrise se traduit par tous ces indicateurs qu'on colle sur les murs et qui ne servent pas du tout aux gens. Alors, je reviens sur les managers. Je croyais vraiment que manager, c'était prévoir. Et on en revient sur notre histoire de manager par les risques versus management de l'incertitude. J'étais comme tout le monde, j'ai appris la même chose, le management par les risques, je l'ai pratiqué pendant des décennies. Manager, c'est prévoir, et prévoir les écarts par rapport à sa prévision. Non, manager, c'est s'adapter. Et là, j'ai un témoignage vraiment fascinant qui a été filmé au Lean Summit. J'espère qu'un jour il sera à disposition. C'est Benjamin Garel, qui a été pendant 2 ou 3 ans directeur de l'hôpital à la Martinique, juste quand le Covid est arrivé. Et je ne veux pas vous raconter quel était l'état de l'hôpital à la Martinique, mais c'était assez parlant. Il semblerait d'ailleurs que ce ne soit pas qu'à la Martinique, mais on ne va pas faire le procès de l'hôpital aujourd'hui. Néanmoins, il a passé énormément de temps à répondre à toutes les autorités de santé qui lui demandaient où était sa roadmap, où était son plan. Et lui, il répondait, j'ai pas de plan, je résous les problèmes les uns après les autres. Aujourd'hui, j'ai peur que le système d'eau ne flanche et ne m'oblige à fermer un bâtiment où il y a 450 personnes. Donc, je travaille sur le système d'eau. Et pendant 3 ans, et il montre des chiffres vraiment impressionnants. C'est d'autant plus impressionnant qu'on parle de vies sauvées. Sur le fait d'avoir réussi à sauver des vies avec cette façon de travailler qui est je mets tout le monde dans la boucle, je discute avec les gens, je parle avec eux et on résout les problèmes les uns après les autres. Alors comme c'est un garçon brillant et polytechnicien de surcroît, il fallait bien qu'il réponde. Donc il a trouvé un motto, un argument. Il a dit, moi, mon plan de travail, c'est continuité des soins. Bon, il nous a dit au début, je ne savais pas moi-même vraiment ce que ça voulait dire, mais comme je le disais avec beaucoup d'assurance, on parle beaucoup plus d'idées fixes, comme celle-là, la continuité des soins, c'est une idée fixe, que de plans. Il n'avait aucune idée de ce qui allait lui tomber sur la tête quand il est arrivé. Le Covid n'était pas là. Il n'avait aucune idée de l'état de l'hôpital. Il n'avait qu'une faible idée de la mobilisation sociale qui fait que d'un seul coup, les gens décident de ne plus servir les petits déjeuners dans un quart d'heure. Donc là, il faut faire quelque chose. Il faut apprendre à parler. Et tout ce travail, il l'a fait en tant que manager, en apprenant à détecter, à résoudre ou à travailler avec les équipes pour résoudre les problèmes les uns après les autres. Et cet exemple, il me fascine parce que d'abord, il est remarquable, ensuite parce que c'est dans la santé, donc on est toujours très touché personnellement, mais aussi parce qu'on me pose souvent la question, et peut-être on vous la pose à vous, il avait combien de coachs Lean pour faire ça? En fait, il était tout seul, et l'hôpital, c'est 7000 personnes. Il a réussi ça tout seul? Non, pas du tout. Il a réussi ça avec toutes les équipes, mais ce n'est pas les coachs Lean qui sont venus l'aider. C'est parce qu'en tant que manager, il a ouvert le dialogue, il a eu de la patience, il ne s'est jamais mis à pleurer, ou en tout cas pas devant les autres, qu'il a réussi à faire cette transformation. Et là, j'ai vraiment aussi beaucoup changé d'avis sur les managers. Ah, je vous ai gardé, je pense que c'est le dernier, celui-là, mais je l'aime bien parce que c'est un truc qu'on n'arrête pas de nous reprocher. C'est, je croyais que décider vite, c'est le moyen de dépenser moins. Parce qu'on m'a toujours dit, non mais on décide pas assez, on traîne trop dans les décisions, etc., etc. Et là, j'ai totalement changé d'avis. D'abord, je me suis aperçue que quand on dit qu'on décide pas assez, c'est généralement qu'on décide plutôt trop. C'est-à-dire qu'on décide 1 fois, 2 fois, 3 fois, on part en étoile, on revient, on recommence. Et puis, quand on décide très vite, eh ben, alors 1 fois sur 2 est une statistique qui n'a pas de sens, mais enfin, de façon statistiquement représentative, on se trompe. Donc, il est beaucoup plus intéressant de décider quand on a toute la connaissance nécessaire pour être capable de décider. Et que ça peut prendre du temps. Mais que le temps qu'on investit à comprendre les tenants et les aboutissants, on le gagne 1000 fois à la fin
sur tout ce qu'on ne refait pas, parce qu'on est allé sur la bonne solution. Et cette histoire de décider quand on a la connaissance pour le faire, c'est vraiment un changement majeur. Alors, l'anecdote, c'est que chez Thales, la première fois qu'on a présenté une méthode, une approche qui s'appelle le Set-Based Concurrent Engineering, qui est une approche très puissante en ingénierie, qui consiste justement à chercher un maximum de connaissances sur les problèmes pour avoir un éventail de solutions et éliminer les plus mauvaises plutôt que de choisir a priori les meilleures. Quand j'ai présenté ça, le mec s'est levé de sa chaise et m'a dit « Tu peux pas dire ça, on décide jamais, ça n'est pas possible, c'est insupportable » et il est parti en claquant la porte. Et puis on a quand même fait des tests avec des équipes. Alors le Set-Based Concurrent Engineering est une approche puissante mais un petit peu compliquée, donc du coup ça plaît bien aux ingénieurs, parce que les trucs trop simples... Donc là, on a eu quelques succès, et 2 ans après, le même mec, qui avait oublié ça, dans une réunion où on présentait les résultats, a levé la main pour dire c'est vachement bien, il faut réfléchir avant de décider, etc., etc. J'étais ravie. Là, ça veut dire que j'avais réussi à le faire changer d'avis aussi. Ça, c'est un changement profond aussi. Parce que très concrètement, décider plus tard, ça veut dire dépenser son argent d'abord. Or, les chefs de projet, en général, ils préfèrent décider d'abord et dépenser leur argent après. Et là, on leur dit non, non, tu vas dépenser ton argent d'abord et décider après. C'est anti-humain. C'est anti-humain. Néanmoins, c'est une condition de réussite. Décider quand on n'a pas la connaissance pour décider, c'est garantir qu'on va partir dans une mauvaise direction. Il n'y a pas de doute avec ça. Alors, je reviens à l'agilité. L'agilité, donc, c'est apprendre à apprendre. Sauf que l'apprentissage, ça ne se décrète pas. C'est-à-dire qu'on ne dit pas aux gens « maintenant, tu es apprenant ». L'apprentissage, c'est une décision personnelle et individuelle. Et vous pouvez mettre les gens en formation tant que vous en voulez. Là aussi, mon ego en prend un méchant coup parce que j'ai dû former des milliers de personnes dans ma vie. Forcé de constater que ça ne sert strictement à rien. La seule chose qui marche, c'est la personne qui a la formation se dit « on m'a parlé d'un truc là qui a l'air pas mal, je vais aller voir par moi-même ». Et là, il commence à apprendre. Donc pour apprendre à apprendre, il faut que les gens aient les conditions de l'apprentissage. Et les conditions de l'apprentissage, c'est d'abord qu'ils comprennent pourquoi on va dans cette direction, pourquoi on essaye de créer de la valeur comme ça, et il faut qu'ils en aient envie. Et moi, je traduis ça par deux choses simples. Comprendre pourquoi, c'est la vision, mais pas la vision au sens « nous serons demain les premiers du monde, suivez-nous, nous sommes les meilleurs », mais au sens « la continuité des soins ». Ça, c'est une vision. Et comment tout ce qu'on fait s'y raccroche. Et puis, avoir envie, c'est avoir des valeurs partagées. C'est établir une sécurité psychologique qui fait que les gens vont se permettre d'essayer et d'échouer. Mais surtout, d'apprendre quand ils échouent. Parce que essayer et échouer, ce n'est pas une fin en soi. Donc, une vision et des valeurs partagées. Alors, c'est un peu compliqué aujourd'hui de dire que le monde n'est pas en noir et blanc, mais il n'est pas en gris non plus. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup de compromis, et malheureusement, le mot compromis en français, il porte sa propre déchéance. On fait un compromis, c'est la chèvre et le chou. On va faire un mina-mina, un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Pour moi, le travail qu'on doit faire tous les jours, il est beaucoup plus dans cette vision du yin et du yang. C'est-à-dire qu'il y a du noir, il y a du blanc, et à la fin, il y a du noir et il y a du blanc. Comment on travaille dur et profondément pour réconcilier des choses qui ont l'air irréconciliables. Si on résume, à quoi sert une entreprise? Parce qu'on travaille pour des entreprises. L'entreprise, elle fait 2 choses en même temps. Elle veut avoir de la croissance et de la rentabilité. La croissance, elle l'aura si elle comprend, si elle augmente la valeur pour les clients. Parce que pour avoir de la croissance, il faut avoir des produits qui font plaisir à nos clients. Et donc, il faut comprendre la valeur pour les clients. Et la rentabilité, elle l'aura si elle réduit ses coûts. Parce que si on fait de la croissance avec des produits géniaux, mais qu'on ne gagne pas d'argent dessus, on meurt riche. Mais si on fait de la réduction de coûts et qu'on n'augmente pas la valeur, on meurt pauvre. Donc, on a un trade-off. Et là, je préfère utiliser le mot d'anglais de trade-off. C'est que tout le temps dans la boîte,
il va y avoir des gens qui tirent dans les deux sens pour d'un côté augmenter la valeur et comprendre les coûts. Et c'est une bataille permanente qui ne doit jamais être gagnée. Et j'ai découvert la semaine dernière, c'est très bête, hein, vous allez me dire que vous le saviez sans doute, mais moi je ne le savais pas ou ça ne m'avait pas éclairé, que le mot débattre, il veut dire faire en sorte de ne pas se battre. Et donc comment on fait pour installer les débats, les discussions, les échanges qui vont faire que la bataille ne sera jamais gagnée, mais que les deux côtés doivent gagner. On doit constamment augmenter la valeur et on doit constamment travailler à nos coûts. Et les coûts, plutôt que de les chercher dans le travail que font les gens, on va les chercher dans toutes les idées fausses qu'on a et qui nous coûtent des fortunes. On va essayer d'arrêter de faire des sottises aux gens. Et pour arrêter de faire des sottises aux gens, il faut accepter de remettre en cause des idées fausses qui nous coûtent beaucoup d'argent. Alors je vais juste finir sur les méthodes, parce que le titre parlait de méthode, et je disais que ce n'était pas une méthode mais un besoin. Vous avez compris ce que je veux dire par la notion de besoin d'agilité aujourd'hui. Néanmoins, on a des méthodes. Donc moi, je ne vais pas vous dire telle méthode est bien, telle méthode n'est pas bien. J'ai plutôt tendance à avoir un filtre. Alors, le Lean est originaire de chez Toyota et on parle beaucoup du TPS, Toyota Production System, mais on parle aussi beaucoup de Thinking People System. Et c'est quelque chose qu'on a mis longtemps à voir, parce que comme il y avait le mot production dedans, on voyait de l'exécution, machin. Non, ce n'est pas de la production, c'est comment on met un cadre de travail où les gens vont être capables de réfléchir à ce qu'ils font en termes de valeur et en termes de gaspillage. Et on appelle ça le Thinking People System. Donc chaque fois que vous avez une méthode, interrogez-vous. Est-ce que la méthode, elle est en train de vous dire qu'est-ce qu'il faut faire? Ou est-ce qu'elle est en train d'orienter la réflexion des gens? Est-ce que la méthode, elle est en train d'organiser vos façons de travailler et de produire? Ou de vous demander de réfléchir à votre façon de travailler et de produire? Est-ce que vous êtes là pour déployer avec des roadmaps? Ou est-ce que vous êtes là pour enseigner et faire en sorte que les choses se déploient parce qu'elles marchent, par contagion? Le mot contagion est un peu malvenu. On va dire par essaimage. Et est-ce que cette méthode est là pour contrôler les comportements ou pour donner de l'espace? J'ai d'autres questions comme ça qui m'aident à comprendre. Mais si on se pose déjà ces questions-là, vous verrez que les méthodes que vous connaissez, il y en a certaines où c'est très difficile de rester sur la colonne de droite. On a tendance à basculer très très vite sur la colonne de gauche. Et puis il y en a, sur la colonne, oui c'est ça. Et puis il y en a par contre où c'est plus naturellement mis en place. Le risque que je vois, c'est que chaque fois qu'on tombe amoureux de sa méthode, et ça arrive aux leaners comme aux agilistes, chaque fois qu'on tombe amoureux de sa méthode, on tombe amoureux de l'échafaudage au lieu de tomber amoureux de la maison qu'on construit. Et à partir de là, on ne construit plus que des échafaudages. Je vous remercie et si vous avez des questions, ça sera avec plaisir. Est-ce qu'on a des questions? Ah, une question là. Vas-y. Bonjour, Bonjour. Merci beaucoup déjà pour la présentation. C'était vraiment top et cool et c'est motivant. Et après, je pense que j'ai un complément par rapport à l'agilité. C'est plutôt en fait apprendre à désapprendre pour réapprendre. Et je pense que pour apprendre, il faut désapprendre. Ouais. Voilà. Pour apprendre, il faut désapprendre. C'est exactement ce que je dis d'ailleurs avec le fait de reconnaître nos idées fausses. Ce sont des choses qu'on a appris et appris parfois à la sueur de notre front. Et désapprendre, c'est aussi dur qu'apprendre. Tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous êtes timide? Ah oui. Oui, on est timide. Bonjour. Bonjour. Vous parliez de débattre tout à l'heure. Est-ce que vous auriez des tips pour mener à bien un débat? Alors, je suis désolée, mais je n'ai pas du tout compris le mot-clé de la phrase. Débattre. Débat.
Très intéressant, la notion de débat. Et c'est là où le rôle du management est important. C'est-à-dire que le débat, sans quelqu'un qui anime le débat, a toutes les chances de finir en coaching. Donc, pour qu'il y ait du débat, il faut qu'il y ait de la patience. C'est-à-dire qu'il faut admettre qu'il y a des points de vue différents et laisser s'exprimer les points de vue différents. Ça ne veut pas dire qu'on va accepter tous les points de vue. Ça veut dire qu'on fait discuter les gens entre eux sur les sujets. J'ai la chance, moi, d'avoir une équipe de coach Lean, des gens qui sont vraiment formidables. Et tous les lundis, on a notre réunion et tous les lundis, on débat. Et tous les lundis, on s'engueule sur un sujet sur lequel on n'est pas d'accord. Et ça dure pas plus d'1 heure. Et au bout d'1 heure, on choisit la direction qu'on va instruire. C'est-à-dire soit on est d'accord, soit on ne l'est pas, et ça veut dire qu'on a autre chose à apprendre. Ça a l'air comme ça de prendre un temps infini, en réalité on gagne énormément de temps. C'est ça le paradoxe, c'est que quand cette habitude de débattre est installée, les gens se disent les trucs sans tourner autour du pot pendant 150 ans. Je ne suis pas d'accord avec ton truc, c'est pas une agression. Je me souviens, moi, quand je suis revenue de congé de maternité il y a fort longtemps, et j'ai tombé dans un projet, et je ne comprenais rien, parce que je débarquais, que j'étais partie depuis 3 mois, qu'ils avaient fait des trucs. Donc un jour, en réunion, j'ai dit à un mec qui était là, « Écoute, je comprends rien, est-ce que tu peux m'expliquer? Je comprends rien. » Et il est revenu me voir derrière, en m'agressant, en me disant « Tu n'as pas le droit de dire une chose pareille devant tout le monde, tu es en train de dire que j'explique mal. » Non, je suis en train de dire que je ne comprends pas. Donc, comment on installe les conditions du débat? Les conditions du débat, c'est de se mettre d'accord là où on va et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. C'est-à-dire, tout ce qu'on cherche, c'est lever les ambiguïtés et quand il y a des ambiguïtés, les poser sur la table et discuter. Et puis, après, c'est un problème managérial, il faut une sécurité psychologique, mais ça, c'est bien connu, c'est-à-dire accepter le débat. Mais après, ce n'est pas des trucs qui durent pendant des semaines, Juste un point pour illustrer, parce que j'y pense. Quand je parlais de décision tout à l'heure, souvent on a tendance à dire on doit décider la techno qu'on choisit. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on ait suffisamment travaillé pour dire j'ai le choix entre A, B, C. Et pour choisir, il me manque ça et ça. Donc vous voyez qu'on est déjà dans une instruction de la question beaucoup plus profonde que juste de dire on a un problème de techno. Donc comment on travaille ça? Alors mon outil favori à moi, c'est la pensée critique. Je crois qu'il y a 12 questions de la pensée critique. Je n'ai pas le temps de les partager avec vous, mais c'est génial. Donc je me suis même fait un jeu de cartes, mon équipe a créé un jeu de cartes de la pensée critique pour voir tous les types de questions qu'on peut poser, pour clarifier, pour préciser, pour aller. Et plus on avance, plus les questions vont loin. Est-ce que vous êtes capable de prendre d'autres points de vue? Quel est votre intérêt personnel dans l'histoire? Ce qu'on ne voit pas. Et il y a comme ça une douzaine de questions qui sont un outil génial. Oui? Une dernière question. Je vois qu'il y a 4 livres, lequel vous nous conseillez, le plus grand? Je ne sais pas quel est votre problème. Je ne vais pas vous donner une solution sans comprendre le problème. Le premier parle du Lean de façon globale, c'est-à-dire présente le système Lean, la vision Lean comme un système. Le deuxième s'interroge sur pourquoi c'est si difficile et fait des parallèles par rapport à l'enseignement. Le troisième est très orienté, très technique sur le Lean en ingénierie avec une présentation d'outils et de pratiques. Et le dernier, c'est une question de leadership pour parler avec des patrons, pour comprendre en quoi le rôle des dirigeants est si important dans le Lean. Il y avait une question au fond, il ne faut pas laisser monsieur tout seul. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. La question du repositionnement de la mission du manager, je trouve qu'elle est essentielle aussi bien dans votre contexte que dans l'agile. Est-ce que vous avez eu des réussites et c'est quoi un peu l'approche globale que vous avez menée? Ouais, j'ai des réussites extraordinaires et avec des gens dont on m'avait dit pique-pan. Pas toujours. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, là, on n'est pas dans le comportement, le profil, machin et tout. C'est-à-dire qu'il y a des managers qui réussissent ça de tout profil humain. Des introvertis, des extravertis, voilà, il n'y a pas un profil MBTI, faut être NTJ, clac. Non, pas du tout.
C'est vraiment... moi, j'utilise beaucoup l'essaimage, ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire, je cherche des early adopters qui soient à la fois intéressés, envie d'y aller, etc., et qui soient entendables par d'autres gens. Et ces early adopters, si on se gourre d'ailleurs, hein, il faut bien regarder quel est le profil de votre boîte, parce que le profil d'early adopter, dépend essentiellement de votre boîte. Hein. Dans la mienne, c'est des mâles blancs quinquagénaires, il faut quand même être clair. Mais ce n'est pas le cas partout. Donc choisissez bien vos early adopters. Ben, merci à vous.